Il existe 3 sectes connues dans Vampire la Mascarade. La Camarilla, les Anarques et le Sabbat. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la secte la plus importante, la communauté de Bloodroll. Je veux dire la Camarilla, pardon. Il y a tellement à dire sur la Camarilla, et on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais tenter de garder le format habituel de nos points lore et de synthétiser au maximum pour comprendre les grandes lignes de cette secte. D'ailleurs, je préviens, ce format se concentre sur la version 5e édition de Vampire, mais vu que nous parlerons aussi des origines de la secte, donc de son historique, j'aborderai évidemment des choses qui ne sont pas en V5 au début, mais qui se sont déroulées dans le passé, donc dans les précédentes éditions. Allez, c'est parti. Les origines. On va commencer par faire un petit historique. C'est en 1435 que l'on parle pour la première fois de Camarilla parmi les descendants. Une époque où les fondateurs commençaient à vouloir se rallier pour protéger les vampires des dangers anarchistes errants ainsi que des envahisseurs Banu Hakim, anciennement appelés Assamides d'ailleurs. Et bien entendu aussi pour se protéger des mortels de plus en plus dangereux. La menace croissante de l'Inquisition était de plus en plus présente et elle devient un danger pour les vampires, qui eux aimeraient éviter de finir en barbecue quoi. En 1493, la Convention des Épines marque la fin de la première révolte anarque et donne naissance à la Camarilla. Les clans représentants sont les Ventrue, Broja, Malkaviens, Nosferatu, Toreador, Tremere ainsi que les Gangrel à cette époque. D'ailleurs, je vous préviens, je ferai sans doute une vidéo pour expliquer ce qu'est la Convention des Épines, ainsi que les enjeux de cette convention. Bref, reprenons. Leur but. La Camarilla a été fondée pour imposer des règles et survivre face aux humains, mais aussi et surtout pour le contrôle. Elle impose des règles à suivre, guidées par un petit groupe de descendants appelé le Cercle Intérieur. La Camarilla étend son pouvoir aussi chez les mortels, donc dans les gouvernements, les entreprises, les syndicats du crime, les églises et toutes les autres organisations. Elle guide et influence l'humanité depuis des siècles. Ils sont partout. Elle n'hésite pas à utiliser aussi la manipulation, que ce soit par le gouvernement ou les médias. D'ailleurs, quelqu'un a vu Michel Drucker sortir au soleil ? Bref, ça permet de rester proche des mortels et de se fondre parmi eux, les diriger et rester au courant de l'évolution et de la culture afin de paraître humain. Parce que, oui, entre nous, ça la fout mal de se balader en vêtements du XVIIe siècle dans la rue. Même si je ne juge pas vos goûts vestimentaires, il faudrait éviter de crier « Je suis un vampire ». Bref, on reprend. Hormis la manipulation de la société vampire et mortelle, la Camarilla tente aussi de maintenir l'équilibre entre l'humanité et la bête chez les vampires. Ils tentent de faire en sorte que les vampires restent civilisés et ne deviennent pas des bêtes assoiffées de sang incontrôlables. En gros, ne devenons pas des animaux et conservons les émotions humaines. Et pour terminer, la Camarilla a pour but de maintenir les traditions. Grossièrement, les traditions sont les règles. Les lois vampiriques, c'est semblable à la Déclaration universelle des droits de l'homme, si on veut une comparaison. Et chaque domaine dirigé par la Camarilla doit faire respecter les traditions sous peine de sanctions. Évidemment, certaines traditions sont parfois interprétées différemment. C'est un peu pareil chez nous d'ailleurs. Tout d'abord, la tradition de l'hospitalité. En arrivant dans une ville, vous devez vous présenter au prince ou suivre une coutume. Par exemple, dans un domaine Ventrue, vous devez réciter votre lignage, ou dans un domaine Tremere, vous devez donner du sang. La politesse, c'est important. La tradition du domaine. Si vous possédez un domaine, que ce soit un pâté de maison ou une ville entière, vous êtes en charge de faire respecter les traditions à l'intérieur. Vous pouvez aussi ajouter des règles personnelles à votre domaine. La tradition de la responsabilité. Dans certaines villes, vous êtes responsable de votre enfant jusqu'à ce qu'il soit présenté à la cour et reconnu en tant que nouveau-né. Dans d'autres cas, le prince vous tient responsable de votre enfant pendant la totalité de son existence. Mieux vaut donc éviter d'étreindre un enfant instable. Dans ce cas, vous devriez le renier ou pire, l'exécuter. Eh oui, avoir un enfant, c'est comme avoir un gosse, il faut assumer. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut le choisir. La tradition de la descendance. Quiconque connaît notre véritable nature est une menace pour la Camarilla. Avec l'arrivée de la Seconde Inquisition, ça devient une tradition encore plus importante pour la survie des vampires. La tradition de la destruction.
Il s'agit d'une très vieille tradition qui donne le droit à un sire de tuer ses propres enfants sans subir de répercussions négatives. D'ailleurs, le prince possède aussi ce droit sur tous les vampires de son domaine. Et pour terminer, la tradition la plus importante, la tradition de la mascarade. Le fait de cacher sa vraie nature aux mortels. Si vous brisez la mascarade en dévoilant votre nature aux humains, ça mettra tous les descendants en danger. Faites attention car avec les photos, les vidéos et la technologie, une brisure de mascarade, eh bien ça peut aller très vite. Bon, alors évidemment les vampires sont comme les humains. Beaucoup violent des articles ou déclarations des droits de l'homme ou de la Convention de Genève. Il n'est donc pas difficile d'afficher un vampire qui pose problème en ennemi public à la Camarilla. Et encore plus s'il a rejoint les anarches. Dans ce cas, il ne sera plus protégé par les traditions. Leur organisation. La Camarilla est une structure pyramidale. Tout en haut se trouve le cercle intérieur. Le cercle intérieur est composé de 7 vampires qui dirigent et ont le pouvoir sur la Camarilla. Mais personne ne sait réellement qui ils sont. Certainement de vieux seigneurs. En dessous se trouvent les justicars. Ils sont là pour appliquer les lois et les traditions. Il y a un justicard par clan de la Camarilla, donc 5 justicars en cette époque moderne V5. Ils sont nommés par le cercle intérieur pour un mandat de 13 ans. Ils représentent donc leur clan et règlent les questions de guerre et les soucis de clan. Ils peuvent très bien faire tomber un prince qui abuserait de son pouvoir ou ne respecterait pas les traditions par exemple. Bien sûr, depuis la V5, les clans Gangrel et Bruja ne sont plus représentés. Ensuite, on retrouve les archontes. Là, ça rigole pas. Parce que si le cercle intérieur et les justicars ont une vue d'ensemble et prennent des décisions, les archontes, eh bien, eux, ils les appliquent. Ils sont là pour exécuter les actions demandées. Ils sont des érudits, ils sont des enquêteurs. Quand un souci se trame dans une cité, un archonte envoyé sera là pour remettre de l'ordre. Ce sont des tueurs à gages d'élite. Chaque justicar sélectionne lui-même ses archontes. Le justicar peut envoyer ses archontes pour espionner des potentiels ennemis de la Tour d'Ivoire. D'ailleurs, un lien de sang peut être fait pour lier le justicar à l'archonte, ou bien même entre les justicars, afin d'avoir une totale confiance. Enfin voilà, disons qu'il faut mieux éviter d'avoir un archonte dans son domaine. En général, c'est qu'il y a des soucis à régler et mieux vaut ne pas être ce souci. Et pour terminer, vous les connaissez sans doute, les princes. Là, je pense que tout le monde connaît. Le prince représente la cité ou le domaine qui est parfois une partie d'une ville. Il est là pour faire appliquer les traditions de la Camarilla, ainsi que pour prendre des décisions importantes en ville. Pour ça, il est d'ailleurs entouré des primogènes. En général, les membres des primogènes qui entourent le prince sont un représentant de chaque clan présent. Très souvent, ce sont des anciens, même si c'est de moins en moins vrai depuis l'appel. On parlera d'ailleurs de l'appel dans une autre vidéo. Les primogènes sont là pour représenter l'intérêt de chaque clan. Dans la cour du prince, il y a aussi le sénéchal, qui est le conseiller ou encore le chambellan. Il est le bras droit du prince qui peut agir en son nom. Il peut lui-même choisir un second appelé un piqueur. Nous avons aussi le héros. Alors, héros, c'est A-U-T, pas O. Aussi appelé le chuchoteur, ou encore harpie pour les vampires qui ne les apprécient pas. Il est la voix du prince. Il est là pour transmettre les messages entre les dirigeants ou entre le prince et les dirigeants. Le savoir, c'est le pouvoir. Le héros sera souvent présent aux Elysium, le lieu de rassemblement de chaque Kainite. Il sera là-bas pour raconter les activités, écouter et partager les nouvelles d'autres domaines plus éloignés. Ce sont souvent des vampires avec une grande réputation ou des vampires ayant beaucoup de liens. Nous avons aussi le shérif ou encore le fléau, l'exécuteur. Il s'assure que les traditions du prince soient respectées. Il doit protéger la cité. Pour ça, il peut enquêter, traquer une cible ou éliminer un danger potentiel. Ils sont souvent intelligents, calculateurs et sont de très bons enquêteurs. Ils doivent rester en alerte pour voir les signes d'insurrection ou une potentielle attaque anarque, ou un potentiel danger venant des mortels, ou encore de la Seconde Inquisition, ou bien même encore d'un vampire de la cour qui voudrait prendre du pouvoir. Enfin, voilà, si le shérif vient toquer à votre porte, soit il vous posera quelques questions et repartira aussitôt, soit c'est très mauvais signe pour vous. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de rôles dans la Camarilla. Pour avancer un peu plus rapidement et éviter d'énumérer les rôles moins proches du pouvoir, donc moins intéressants ici, je ferai une brève mention aux rôles importants dans un domaine comme par exemple le gardien d'Elysium, qui lui est chargé d'organiser les cérémonies ou les événements sociaux et faire respecter les règles dans un Elysium, donc un lieu de rassemblement kainite, c'est-à-dire garder un lieu de paix sans aucun conflit.
Il y a aussi le directeur de foi. Parfois présent dans certains domaines, il s'agit du ou des conseillers de la cour sur les questions spirituelles. Que ça soit sur les religions actuelles ou une adoration de Mathusalem, ça dépend du domaine. Et pour terminer, l'ombre, qui est un conseiller officiel d'une coterie qui peut être attribué par le prince. Il peut aider une coterie dans des moments difficiles. La conclusion. Voilà, je pense que nous avons fait le tour global de ce qu'est la Camarilla. Alors on pourrait encore en parler pendant des heures, mais j'ai fait le maximum pour synthétiser tout ça et comprendre la création de la secte, sa structure ainsi que les enjeux. Concernant les relations avec les autres sectes, nous aborderons ça dans les prochaines vidéos. Et vous, quelle est votre secte préférée? La Camarilla très organisée, les anarques où c'est complètement le foutoir, ou le sabbat qui est là pour tout brûler? Et pour la team premier degré, du calme, je dis ça pour plaisanter, je caricature bien entendu. Venez pas me brûler s'il vous plaît. Dites-moi tout ça en commentaire et n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et de nous soutenir sur ce format en le partageant. N'oubliez pas aussi que nous avons un Tipeee parce que oui, le Tipeee nous sert énormément pour les gros tournages, donc n'hésitez pas à y faire un tour et nous soutenir. En attendant, passez une bonne nuit et n'oubliez pas qu'il contrôle tout. Vous ne pouvez pas échapper à la Camarilla.